puissant ne suffit pas. Chapitre 1. La fuite. Chut, Kellig, pas un bruit. Sur le bord de la falaise, dans une cavité à flanc de mer, se trouve Kellig le dragon et son ami Hilario, scrutant, en silence, l'horizon en attendant que le danger s'éloigne. Au loin, de longues ailes noires remplies de pointes acérées transpercent le ciel. Ce n'est autre que Bahamut, l'un des dragons du gouvernement. Son chevaucheur, Ramut, le guide à la recherche des deux fugitifs. Leurs yeux balaient les abords de la falaise, examinant chaque recoin pour ne pas rater leur cible. Les seuls sons perceptibles sont les battements d'ailes de Bahamut et le vent sifflant bruyamment entre ses écailles. L'ambiance est pesante. Les nuages lourds et noirs ajoutent une touche inquiétante à la scène qui se déroule sous nos yeux. Respire tout doucement, Kellig. Ils vont finir par nous repérer. Heureusement que j'ai trouvé ce trou, sinon nous n'aurions pas pu leur échapper. Mais maintenant je compte sur toi pour ne pas nous faire remarquer. Lui chuchote son compagnon, alors que Bahamut se rapproche de leur cachette. L'énorme tête sombre du dragon passe devant l'antre de nos deux amis. Mais fort heureusement, Bahamut et son dragonnier ne prêtent pas attention à l'entrée de cette grotte étroite. Bahamut est bien trop gigantesque pour se faufiler dans un trou pareil. Après s'être assuré que tout danger était bien écarté, nos deux amis prennent la précaution de patienter quelques minutes encore. Ils sortent de leur cachette et filent vers le sud, en direction du laboratoire du professeur Pandore. Le vol se déroule sans encombre. Les cieux sont gris, dans un monde qui a perdu de sa beauté, de sa lueur et de sa joie de vivre. Tout ça depuis ce fameux jour où le gouvernement décida de redistribuer les cartes et de revenir à zéro. La Terre se meurt, les habitants et les villages se referment sur eux-mêmes. Notre duo continue sa course jusqu'à une petite crique à l'abri des regards. C'est ici, Kellig. On atterrit en douceur, s'il te plaît. J'ai encore mal au dos suite à ton dernier atterrissage incontrôlé. Je t'ai demandé d'être moins brusque. Derrière une minuscule porte en bois presque imperceptible pour un regard non informé, se situe le laboratoire du professeur Pandore. C'est quoi déjà le code pour entrer? Ah oui, c'est vrai, tu ne peux pas me répondre. Il frappe 3 fois à la porte, puis 4 coups, puis 2. Quelques secondes plus tard, dans un bruit assourdissant, la porte s'ouvre et il découvre le professeur, encore peu éveillé, derrière la porte. Bonjour professeur, j'ai trouvé l'objet que vous m'aviez demandé, mais je ne comprends pas ce que ce petit pignon en métal a de si exceptionnel. Entre, Hilario, et mets-toi à l'aise, lui répond l'homme de science en passant la main dans ses cheveux hirsutes afin de les aplatir un peu. Kellig, tu m'attends à l'abri? File te cacher dans la grotte un peu plus loin. Je ne serai pas long, promis, dit Hilario à son dragon. D'un hochement de la tête, Kellig acquiesce et s'envole doucement vers la grotte qu'on aperçoit quelques mètres plus loin, avant de disparaître dans les tréfonds de cette dernière. Hilario s'avance lentement dans le laboratoire du professeur. Un énorme capharnaüm d'objets divers et variés sont déposés dans tous les recoins de la pièce. Il se fraye un chemin pour se diriger vers la chaise et prendre place en attendant son hôte. Alors ce pignon, il va vous servir à quoi? J'ai dû échapper à Bahamut pour vous l'obtenir. J'espère que cela en valait la peine, dit Hilario en s'asseyant sur la chaise bancale. Ce pignon, comme tu dis, était primordial à l'époque où les objets électriques fonctionnaient encore. Tu n'as que très peu connu cette époque, mais la Terre était florissante. Les humains se servaient des machines pour toutes sortes de choses. Le commerce, les déplacements, la communication, etc. Lui rétorque le professeur en venant prendre place face à lui. Hilario lui tend le pignon, et le professeur le regarde d'un air émerveillé, comme si ce simple bout de métal était la réponse à tous les problèmes du monde. Pandore se relève de sa chaise, se dirige vers un amoncellement d'objets métalliques et dépose nonchalamment le pignon sur celui-ci, comme si cette relique n'avait pas autant de valeur que les risques pris par nos deux amis pour la récupérer. C'est toujours pareil avec vous. Je prends des risques inconsidérés pour récolter des trésors un peu partout dans le monde et vous les entassez comme s'ils n'avaient aucune utilité. C'est déconcertant, dit Hilario d'un air agacé. C'est ma manière de ranger. Cela te semble un peu décousu, mais tout est ordonné à ma façon, répond le professeur Pandore, alors que, derrière lui, un tas de vieux bouquins tombe sur le sol dans un bruit fracassant. Le professeur ramasse les livres, les remet dans l'armoire dans un équilibre toujours aussi instable et revient s'asseoir en face de notre ami. Tu as bientôt 20 ans. Il est enfin temps pour moi de te raconter l'histoire du monde, des changements qui y sont survenus et qui nous ont plongés dans les jours sombres que nous vivons aujourd'hui. Tiens-toi prêt, car l'histoire est très très longue et complexe. Peut-être que je saisirai enfin pourquoi vous me faites crapahuter aux quatre coins du monde pour vous ramener des babioles, lui réplique Hilario. J'espère qu'à la fin de cette histoire, tu comprendras ma démarche, mon cher. Que tu ouvres les yeux sur la remise à zéro qui s'est passée il y a maintenant 15 ans, alors que tu n'étais qu'un petit enfant innocent. Que tu réalises pourquoi, toi et moi, devons tout faire pour rendre à ce monde sa beauté d'antan, dit le professeur en se relevant pour remplir la bouilloire. Il se dirige vers son réchaud à gaz, le remplit et l'allume afin d'y déposer la bouilloire en soupirant. Et dire qu'avant, il suffisait juste d'appuyer sur un bouton pour se faire un bon café. Hilario semble un peu perdu. Pour lui, le café s'est toujours préparé de cette façon et il ne comprend pas le soupir du professeur. Alors, cette histoire,
Kellig m'attend seul au fond de la caverne. Si en plus le récit est très long comme vous l'avez annoncé avant, il serait temps de s'y mettre, s'impatiente Hilario. Ah, la fougue de la jeunesse. Ne t'inquiète pas, il n'arrivera rien à ton dragon. Reste concentré. Il est important que tu saisisses toutes les subtilités du passé pour forger un avenir radieux, loin des turpitudes du gouvernement. Tempère le professeur. Il y a une vingtaine d'années, les machines électroniques et les ordinateurs étaient légion. Très utiles pour la plupart, même si certains n'étaient pas servis à bon escient. Les avions emplissaient le ciel pour transporter des milliers de voyageurs de pays en pays. Les voitures se serraient sur les routes pour atteindre leur destination. Les villes étaient animées et la vie était, vivante simplement, passionnante. Les gens pouvaient s'informer à la seconde sur ce qui se passait aux quatre coins de la planète et s'amuser sur leur tablette ou téléphone portable. La communication était simplifiée à l'excès. Le sifflement de la bouilloire interrompt le récit du professeur. Celui-ci se lève et commence à verser l'eau chaude dans la tasse d'Hilario et la sienne, dans lesquelles une fine couche de café moulu gît. Mélange bien, propose le professeur. Désolé pour la dose minime de café, mais il se fait rare et nous devons rationner pour éviter la rupture de stock trop rapide. Merci. Je ne suis pas très fan du café, mais cela fera l'affaire. Reprend Hilario. Où en étais-je? Ah oui, donc, en gros, l'électronique menait le monde, et cela arrangeait le gouvernement qui pouvait contrôler les faits et gestes de tous et suivre les gens à la trace, grâce à la localisation de leur téléphone ou de tout autre objet. Mais un groupe de rebelles, qui n'aimait pas cette surveillance à outrance, décida de mettre tout en œuvre pour contrer le gouvernement. Ils étaient des génies de l'informatique, et ils arrivaient à brouiller les pistes pour qu'on ne les découvre pas. Mais surtout, ils arrivaient à contrôler certains aspects du gouvernement en hackant régulièrement leurs ordinateurs et leurs réseaux. Pourtant, le gouvernement domine encore le monde, non? Les rebelles n'ont pas été si géniaux que ça, coupe Hilario. C'est bien plus compliqué que ça. Les rebelles arrivaient gentiment à leur fin. C'est alors que le gouvernement prépara un plan complexe pour contrer ces as de l'informatique, vu que malgré ses ressources quasi illimitées, il n'arrivait pas à leur mettre la main dessus. Il commença par lancer une grande campagne de désinformation pour discréditer le groupe de rebelles, faire croire au peuple que la surveillance était nécessaire et que les rebelles prévoyaient de détruire une grande partie de la Terre en détournant toutes les armes nucléaires du pays. Il choisit donc de détruire tout matériel électronique en dernier recours pour contrer la rébellion. Mais tout détruire signifiait aussi tout l'attirail du gouvernement et toutes les avancées technologiques qui lui permettaient de surveiller la population. Le gouvernement se devait d'avoir un plan de secours. Il se tourna vers un savant un peu fou du nom de Lankan, qui effectuait des recherches sur le clonage et l'ADN. Si la planète était privée d'électronique, il fallait assurer au gouvernement un moyen de pouvoir encore se mouvoir librement. Des fouilles ont été menées dans une contrée lointaine, et les soldats ont pu ramener au quartier général 6 écailles de dragon que Lankan s'empressa de cloner. Après quelques essais infructueux, Lankan réussit à reproduire 6 œufs viables de dragon. Mais alors, Kellig est un clone produit par le savant fou? S'étonne Hilario. En effet, Kellig fait partie des 6 dragons créés par le gouvernement pour contrôler la planète. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Peu avant l'éclosion des œufs, il y a de cela 15 ans, le gouvernement lança son plan machiavélique et créa une machine à impulsion électromagnétique si puissante qu'elle grilla tous les appareils électroniques dans la seconde. Je ne te raconte pas les centaines de milliers de morts qui en découlèrent. Les avions s'écrasèrent, le matériel médical d'aide s'arrêta sur le champ. Toutes les inventions sur lesquelles les humains se reposaient cessèrent de fonctionner. Nous étions retournés au Moyen-Âge en une fraction de seconde. Le gouvernement, attendant patiemment que les œufs éclosent, se terrait dans son quartier général basé à Capita. C'est alors que survint un incident. Une personne réussit à s'introduire dans la base et à voler 2 œufs avant leur éclosion. Cette personne est certainement encore en possession de l'autre dragon volé. Mais je ne saurais te dire comment tu as pu te retrouver avec Kellig. Lance stupéfait le professeur. Je vous l'ai déjà dit, professeur. J'ai trouvé l'œuf de Kellig près de la cascade où j'allais tout le temps jouer quand j'étais petit. J'ai vu ce gros œuf bleu violacé qui flottait à la surface de l'eau et je l'ai récupéré. Kellig est né très peu de temps après et nous sommes devenus amis. Il ne m'a plus jamais quitté depuis cet instant, répond Hilario. Je sais que tu es tombé sur ton dragon par hasard, enchaîne le professeur. Mais pour le gouvernement, tu fais partie des voleurs, et ils veulent à tout prix te mettre la main dessus. Ou du moins sur Kellig, pour contrôler tous les dragons, ou peut-être pour l'éliminer si celui-ci n'était pas coopératif. C'est pour cela que tu dois rester discret dans tes déplacements et surtout ne pas te faire attraper par ces fourbes de dragons gouvernementaux. Pour cela, la remise à zéro a du bon, car, comme nous, le gouvernement ne peut pas communiquer aussi facilement qu'avant, et a donc du mal à te repérer ou à cartographier tes déplacements. Pourtant, j'ai l'impression que Bahamut est tout le temps sur mon dos. Et si ce n'est pas lui, Scaline me course régulièrement. Souffle Hilario en terminant son café. Ils essayent de surveiller un maximum de zones, tu sais. Ils ont également une multitude d'informateurs. Et s'ils pensent que tu es dans une région spécifique, ils envoient Bahamut raser les villes avec ses flammes incandescentes. Ils n'ont rien à faire des villageois ou du peuple en général. Ils veulent régner sur le monde, peu importe les sacrifices et les pertes humaines. Nous avons vraiment beaucoup de chance d'être encore en vie, car ils n'ont jamais réussi à trouver cette cachette. Et que Kellig et toi formaient un binôme fantastique.
Tu peux aussi compter quelquefois sur les décisions un peu fantasques de Cassandre, la chevaucheuse de Scaline, car avec la vitesse de ce dragon et les pouvoirs de prédiction de sa chevaucheuse, tu n'aurais pas dû pouvoir t'échapper. Les pouvoirs de prédiction ? Demande Hilario. Oui, Cassandre peut prévoir le futur proche et donc anticiper tes déplacements. Couplée à la vitesse de son dragon, elle aurait déjà dû te mettre la main dessus lors de vos rencontres. Mais elle est aussi d'un pessimisme inquiétant. Elle ne voit que les malheurs et autres tristesses. C'est peut-être ce détail qui t'a permis de fuir, répond le professeur. Vous avez parlé de 4 dragons du gouvernement, mais je n'ai croisé que Bahamut et Scaline. Qui sont les 2 autres dragons ? Et qu'est-il arrivé à l'autre dragon volé ? Lui demande Hilario. Je ne saurais te répondre pour le dernier dragon volé. Peut-être a-t-il été perdu comme Kellig, ou le gouvernement l'a peut-être récupéré. Et pour les 2 dragons restants du gouvernement, on ne les a jamais vus. Des histoires parlent d'un gigantesque dragon d'or survolant de temps en temps Capita. Mais cela reste des rumeurs. Enfin, restons sur nos gardes, car si cela s'avère réel, il est bien plus gros et bien plus puissant que Bahamut. Encore plus fort que Bahamut ? Mais ça doit être un monstre alors. J'ai déjà vu Bahamut cracher son feu et détruire une ville entière en quelques secondes. Je lui ai échappé à plusieurs reprises car, malgré sa puissance, il est lent et gros. Je suis ravi que Kellig soit plus petit. Ainsi nous pouvons nous cacher dans certains endroits inaccessibles à ce géant. Tu n'as pas que de la chance. Tu as un avantage certain sur les autres. Kellig et toi êtes malins et complémentaires. Et même si le gouvernement n'arrive pas à saisir le concept, votre complicité et votre amitié vous rendent plus forts. Ramut et son dragon ne sont que des bêtes féroces qui ne vivent que pour la destruction. Ils n'ont pas une once d'intelligence ou de stratégie. Je m'inquiète un peu plus au sujet du 4e dragon. Personne ne le connaît et aucune rumeur n'est audible à son sujet. Le mystère est inquiétant et je ne sais pas s'il a un pouvoir spécial ou une caractéristique qui le rendrait dangereux. J'ai bien compris votre histoire, professeur. Mais qu'est-ce que Kellig et moi avons à voir là-dedans ? Et pourquoi dois-je toujours aller chercher des objets aussi bizarres pour vous ? Vaste question, Hilario. Kellig et toi êtes ma seule chance d'atteindre ces reliques depuis que les moyens de transport ont disparu. Et ces objets bizarres, comme tu dis, me servent dans mes expériences et mes recherches. Le but étant de contrer le gouvernement et de l'empêcher de mettre la main sur la totalité des ressources de la planète. Tu as remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui font fondre tout ce qui est métallique pour le revendre au gouvernement ou au marché noir afin de survivre ? Toute pièce de métal est devenue une denrée extrêmement rare, et je ne sais pas ce que le gouvernement prépare en rachetant tout ça. Mais vos recherches, elles portent sur quoi exactement ? Je cherche un moyen de remplacer l'électronique pour permettre aux humains de communiquer et voyager à nouveau. Si nous pouvions retrouver l'opulence d'antan, mais sans le gouvernement, je serais le plus heureux des hommes. Le professeur se lève et retourne vers sa bibliothèque. Il farfouille en grommelant. Où est ce satané livre ? Ordonné, vous aviez dit ? Piaf, Hilario. Ah, le voilà, espèce d'insolent. Le professeur ramène un énorme bouquin poussiéreux au titre énigmatique, L'énergie du passé. Tu vois, dans certaines civilisations très anciennes, ils avaient trouvé le moyen de se fournir en énergie bien avant l'électronique. Rien n'est garanti, mais peut-être que cette énergie ne serait pas affectée par l'impulsion électromagnétique. Regarde, les pyramides d'Égypte. Tu penses vraiment qu'elles ont été construites uniquement à la main, sans aide énergétique ? Pareil pour les temples Inca, Maya et bien d'autres merveilles dans le monde qui résistent encore malgré les aléas du temps. Vous allez bien, professeur ? S'inquiète Hilario en voyant le professeur s'emballer dans son récit. Très bien. Il ne faut pas croire toutes les histoires anciennes divulguées et largement diffusées par le gouvernement. Il faut te faire ta propre opinion. Je n'ai qu'un regret, c'est d'avoir fait cette constatation après la remise à zéro. Et donc, je ne peux plus aller visiter ces sites anciens par mes propres moyens. Hilario, j'ai vraiment besoin de toi. Et n'oubliez pas Kellig. Et Kellig, bien évidemment. Va le voir dans sa grotte. Je vais nous préparer un bon repas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, professeur ? Du chou bouilli. Encore du chou ? S'agace Hilario. C'est tout ce que j'ai, tu le sais bien. D'ailleurs, il faudra peut-être penser à aller vers la ville de Taril au nord pour nous réapprovisionner en denrées. Cela te fera une petite pause avant de repartir en mission. Très bien. Je retourne voir Kellig. Il doit s'impatienter. Hilario retourne voir son compagnon au fond de la grotte, d'où nous pouvons apercevoir une douce lueur bleue à mesure qu'il s'approche de son dragon. Alors, je ne t'ai pas trop manqué ? Kellig somnole paisiblement et relève la tête pour accueillir son ami. Dans son regard, on peut ressentir toute la tendresse qu'il éprouve envers son dragonnier. L'amitié qui les lie surpasse ce que nous pouvons imaginer. En effet, Kellig connaît Hilario depuis sa naissance, et il ne l'a jamais quitté. Il a appris à voler avec lui. Tous les deux ont fait les 400 coups dans un passé encore pas si lointain, jusqu'à ce que le gouvernement ne les repère et qu'ils durent fuir le rameau précipitamment. Depuis, les 2 compères ne vivent que des petits travaux demandés par le professeur Pandore, qui leur offre en échange un abri et des repas chauds, même si souvent ces repas sont à base de choux pour le plus grand malheur d'Hilario et de son complice. Pour ce soir, ce sera encore du chou. Désolé, Kellig, dit Hilario dépité. Mais demain, nous irons en ville pour récupérer des vivres et faire le plein de provisions. Peut-être qu'avec un peu de chance, les pêcheurs auront de bons saumons comme tu les aimes tant. Kellig, d'abord déçu,
approche sa tête de son ami pour recevoir quelques caresses sous le menton comme il aime tant. Le professeur m'a raconté plein d'histoires aujourd'hui, et je crois que nous ne sommes pas au bout de nos peines avec lui. Mais bon, il nous fournit la nourriture, et nous pouvons arpenter le monde grâce à ses idées folles. Il m'a même expliqué que tu avais d'autres frères et sœurs en plus de Bahamut et Scaline. Le dragon, sans doute surpris, lâche un petit soupir dans la nuque d'Hilario. Cela le chatouille un peu, mais il sait que son ami est ravi quand il se laisse aller à ce genre de démonstration d'affection. Reste tranquille encore un petit moment. Je vais retourner voir le professeur et manger son infâme légume. Je t'en apporterai un peu. Je sais que ce n'est pas ton plat préféré, mais on devra s'en contenter pour ce soir. Hilario retourne au laboratoire pour manger en compagnie du professeur Pandore. Le repas se déroule en silence, la fatigue se faisant ressentir et surtout l'envie de retourner voir son dragon pour le récompenser des efforts fournis durant la rude journée qu'ils viennent de passer. Merci professeur, c'était aussi bon que ça pouvait l'être avec du simple chou. Vous êtes devenu maître en la matière, mais je me réjouis de revenir avec de nouvelles victuailles demain et de partager un véritable festin avec Kellig et vous, dit Hilario, tout ragaillardi par la chaleur du repas. De rien, mais en effet, quelque chose de plus consistant serait le bienvenu. File retourner voir Kellig, il doit être mort de faim. Je te prépare ta chambre. Hilario prend le reste du chou bouilli pour l'amener à son compagnon. Vu la tête de Kellig, on se doute que cela n'est pas un repas idéal pour un dragon dans la force de l'âge. Il dévore tout en quelques secondes et se recouche illico afin de pouvoir s'endormir paisiblement. Et même pas un merci? Tu avales tout en un instant et je n'ai pas le droit à un câlin pour me souhaiter une bonne nuit? Tu es vraiment dur avec le professeur et avec moi. On fait ce qu'on peut pour subsister dans ce monde, tu le sais bien. Kellig se tourne vers Hilario pour quelques caresses, même si le cœur n'y est pas. Il semble exténué et ne demande qu'à pouvoir se reposer pour être en forme le lendemain. Il pense déjà aux divers poissons et viandes qu'il pourra manger une fois les courses effectuées et se réjouit d'être à demain. Hilario, quant à lui, embrasse la tête de son dragon. Je t'aime, Kellig. Tu verras un jour, nous n'aurons plus besoin de nous cacher et on pourra manger ce qu'on veut et quand on le voudra, annonce fièrement Hilario. Comme si celui-ci avait compris le sens de la phrase d'Hilario, le ventre de Kellig gargouille dans un bruit tapageur. Haha, oui, même ton estomac s'en réjouit apparemment. Bonne nuit, mon ami. Hilario retourne à l'abri du professeur afin de profiter d'un sommeil réparateur bienvenu. Demain, il pourra se remplir la panse.